c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía que me... Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers en Dordogne et de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de la Bolivie, du Chili, du Venezuela, de la Colombie et on va parler aussi un peu de littérature. Et je laisse la parole à Béatrice pour parler de l'économie de la Bolivie qui va très bien, ne va pas très bien. Oui, c'est un extrait d'un article qui est paru dans Le Monde. Le pays est fragilisé par une économie en crise et fait face à une pénurie de dollars et une inflation en hausse. Dans les rues de La Paz ou de Santa Cruz, le temps du miracle économique semble bien loin. Les longues files d'attente devant les stations-service et les devantures des magasins sont devenues monnaie courante. L'huile, le riz, le blé sont des denrées rares et chères. Les hôpitaux et les pharmacies peinent à s'approvisionner en certains médicaments. L'essence et le diesel manquent, obligeant les professionnels des transports à se mettre au chômage technique plusieurs jours par semaine. La crise, qui se fait sentir depuis 2023 dans le pays andin, semble s'étendre. La crise a déjà déclenché des protestations dans plusieurs régions. Longtemps citée comme un exemple de stabilité économique en Amérique latine, la Bolivie se trouve confrontée à des difficultés majeures. Pour corollaire, les revenus du pays aux 11 millions d'habitants ont dévissé et ses réserves monétaires ont fondu. La Bolivie peine à se procurer des dollars dont dépend son économie pour ses importations. La pénurie a provoqué une envolée des prix et le développement d'un marché noir de la devise. Et pendant ce temps, les Boliviens qui le peuvent font des réserves de dollars, inquiets de voir les prix s'envoler.
L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler du Chili et un problème avec l'adoption des enfants, n'est-ce pas Béatrice? Oui, le retour des enfants adoptés illégalement à l'étranger. C'est un article paru dans le Sud-Ouest. Pendant plus de 40 ans, des bébés ont été enlevés à leur mère pour être donnés à l'adoption à des couples étrangers en mal d'enfants. Depuis 10 ans, ces familles tentent de se retrouver. En 2014, le média chilien CIPER révélait l'adoption illégale en masse pratiquée entre 1960 et 1990, essentiellement dans la région de Santiago. Sous la dictature de Pinochet dans les années 1980, le Chili était l'un des principaux pays où les couples étrangers pouvaient adopter. Ces bébés enlevés à leur mère dès l'accouchement avec la complicité de médecins, de services sociaux, de prêtres, partaient aux États-Unis, mais aussi en Europe. 18 pays sont concernés. Depuis 10 ans, des centaines de plaintes ont été déposées, des dénonciations ont été reçues. Les recherches ont pu se faire grâce à des tests ADN. Près de 300 personnes ont retrouvé leur famille biologique. 25 000 enfants auraient ainsi ôté à leurs parents. Juan Insouza, président de la fondation Connecting, explique comme les médecins annonçaient aux mamans tout juste accouchées la mort de leur enfant. D'autres mères, parmi les plus pauvres, étaient manipulées. Pression, ruse, menaces, pour confier leur bébé à l'adoption. On leur promettait une adoption légale et jusqu'à 40 000 $. À ce jour, aucune condamnation n'a été prononcée. Vous êtes bien écouté l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons partir au Venezuela pour parler d'un cas très spécial d'une distillerie de rhum. N'est-ce pas, Béatrice? Oui, qui s'appelle Santa Teresa. Un rhum avec supplément d'âme. C'est ce qu'ils disent dans le journal Le Figaro. Au pays gangréné par la violence, cette distillerie historique, Santa Teresa,
doit sa notoriété à un programme de réinsertion des membres de gangs criminels. Au programme, rugby et pardon. Il faut suivre l'autoroute T1, la principale de Venezuela, pendant 50 km vers l'ouest depuis Caracas, avant d'atteindre l'hacienda Santa Teresa. Loin du tumulte, au milieu des champs de canne à sucre, une majestueuse allée de palmiers. Elle mène au cœur de la distillerie un arbre de paix au milieu de la vallée de l'Aragua, tristement célèbre pour son gang criminel Tren de Aragua. Réputé par sa violence et sa cruauté, les États-Unis l'a déclaré organisation criminelle et offre une récompense de 12 millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation de ses dirigeants. Pas de quoi déstabiliser Alberto Volmer, le président de Santa Teresa, dont la famille s'est installée dans la vallée d'Aragua en 1796. Arrivé en 1999 à la tête de l'entreprise familiale, l'homme a su redresser les finances de Santa Teresa, alors quasiment en faillite. Alberto Volmer se trouve vite confronté à la violence des gangs locaux qui tuent sur commande pour quelques dollars. Santa Teresa est attrapé par la violence avec la mort d'un garde, tué par 3 jeunes hommes d'un gang d'un village voisin. Plutôt que de se venger des tueurs ou de les dénoncer à la police, Alberto Volmer s'attaque de front à la criminalité et persuade les 3 jeunes d'intégrer un programme de réhabilitation. Le résultat est au-dessus de ses espérances. Les 3 tueurs participent à ce que va devenir le projet Alcatraz et ils vont comprendre le reste du gang de le rejoindre. Alors, nous allons continuer cette histoire incroyable de ces distilleries Santa Teresa au Venezuela, n'est-ce pas, Béatrice? Oui. Alors, Albert Volmer instaure un programme qui commence par 3 mois d'isolement dans un séminaire, le temps d'apporter aux membres des gangs un soutien psychologique et de leur apprendre à lire, à écrire et à compter. Mais l'essentiel de ce programme rédempteur tourne autour des valeurs du rugby qu'Alberto Volmer a pratiqué en France lors de ses études. En 20 ans, le projet Alcatraz aura permis le démantèlement de 11 gangs, dont le plus dangereux du Venezuela, et de faire baisser la mortalité dans la vallée d'Aragua. Plus de 250 criminels parmi les plus dangereux ont intégré notre programme, ce qui a permis de sauver des centaines de vies, se félicite Alberto Volmer. Tout cela est bien généreux, on dirait, mais quel retour attendent de ces programmes qui coûtent $1,5 million par an à l'entreprise? Santa Teresa a bénéficié, car la marque jouit aujourd'hui d'une image de marque incroyable au Venezuela, ce qui lui a permis de devenir la marque leader sur le marché national, avec 40% de part de marché, loin devant ses principaux concurrents. Comme quoi, réinsertion et business peuvent faire bon ménage. Oui. Et au sujet de ces gangs Tren de Aragua, c'est curieux parce que sur Radio France Internationale, il y avait cette information aussi
plus de 200 membres présumés des gangs vénézuéliens Tren de Aragua expulsés des États-Unis vers le Salvador. Quelques 238 membres présumés du gang vénézuélien Tren de Aragua sont arrivés au Salvador dimanche 16 mars après avoir été expulsés des États-Unis. Voilà donc, c'est une longue information de Radio France Internationale, mais nous n'avons pas trop de temps pour nous rester là-dessus. Alors nous allons écouter de la musique. Vous êtes bien écoute, j'insiste là-dessus, sur l'émission L'autre Amérique, sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler aussi des réformes en Colombie. Et de rassemblements en soutien aux réformes sociales du président Petro. Des milliers de partisans du président Gustavo Petro sont descendus dans la rue mardi 18 dernier pour manifester leur soutien aux réformes sociales engagées par le gouvernement et bloquées par le Parlement où l'opposition est majoritaire. Une commission parlementaire du Sénat décidait, elle, d'enterrer la réforme du droit du travail proposée, favorable aux travailleurs précaires et aux apprentis. Les syndicats, les indigènes, les étudiants, les féministes, tous les secteurs progressistes du pays étaient représentés sur la place Bolivar de Bogota. Les manifestants ont répondu à l'appel du président Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire du pays. Devant ses soutiens, le président Petro a soutenu qu'une oligarchie corrompue a trahi le peuple colombien par avidité et pour l'argent, et que le Parlement avait tourné le dos au peuple. Gustavo Petro y a également réclamé un référendum sur ces réformes du travail et de la santé, une consultation qui nécessite l'aval du Parlement. L'opposition est vent debout contre ce projet de référendum. Et même on dit que sur l'information de Radio France Internationale que Camilo, étudiant, soutient lui aussi le projet de référendum lancé par le président Petro, bien que sceptique sur ses chances de succès.
Oui, nous allons parler maintenant un peu de littérature. J'étais étonné de découvrir que l'écrivaine, c'est une Française qui parle de la Patagonie. Oui, il s'agit de Delphine Grouès, qui est directrice de l'Institut des compétences et de l'innovation de Sciences Po, qui lit les destins d'un médecin chilien et d'un jeune havrais en quête de l'histoire d'un père inconnu disparu sous la dictature de Pinochet. En 1931, dans le quotidien El Mercurio, la grande poétesse chilienne Gabriela Mistral, prix Nobel de littérature en 1945, publia un texte très singulier, La petite carte audible du Chili. À propos de la Patagonie, elle écrit « On entend quand on entend quelque chose, une marque sauvage qui se faufile entre les canaux et se débat dans le grand détroit. » La personnalité combative de Gabriela Mistral et son œuvre, où contraste âpreté et douceur, traversent les pages des Braises de Patagonie de Delphine Grouès, qui fait partie de la rentrée littéraire de janvier 2025. On y croise aussi Pablo Neruda et Francisco Coloane. Il faut préciser, Pablo Neruda, poète prix Nobel, et Francisco Coloane aussi, un écrivain chilien qui a écrit beaucoup sur le sud du Chili. Oui. Le roman engouffre les destins dans l'immensité du paysage, confronte l'aventure des hommes à la force des éléments. Dans ce pays à l'effrayante beauté, il faut vivre en survivant, à contre-courant, à contre-vent. Son histoire croise à un demi-siècle de distance celle de Luis. Au Havre, en 1988, à 24 ans, il vient d'enterrer sa mère, réfugiée chilienne en France après le coup d'État de 1973. Elle l'a élevée seule, sans jamais rien lui dire de son père. Chez le notaire, il apprend que ce dernier est recensé dans la longue liste des détenus disparus de la dictature d'Augusto Pinochet. Le voilà embarqué de Santiago du Chili jusqu'en Patagonie. Bon, l'histoire ne raconte pas tout ce qui s'est passé après. Mais... Oui, il faut le laisser découvrir faut le lire. À nos auditeurs. Voilà, donc... Alors, avec la musique de l'Amérique latine, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos sur l'Amérique latine. Et merci a Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.